Aujourd'hui, l'agenda du jour, on aura un aperçu des laboratoires d'accélération. Donc, on connaîtra un peu qu'est-ce que font les laboratoires d'accélération et quelles sont leurs activités. On connaîtra un peu au sujet des rôles. Donc, quels sont les différents rôles pour lesquels on embauche pour les laboratoires d'accélération. Et finalement, et bien sûr, on passera à vos questions. Donc, on passera à peu près une demi-heure pour essayer de répondre à toutes vos questions. On ne garantit pas qu'on pourra passer à toutes vos questions, mais on essaiera le plus que possible. Aujourd'hui, nous avons avec nous plusieurs personnes. Donc, on a Amadou, qui est un spécialiste pour le réseau de laboratoires d'accélération. Il sera notre présenteur pour aujourd'hui. Il y a moi, Cal, je serai le modérateur pour aujourd'hui. Je suis aussi un conseiller pour UNDP. Ensuite, nous aurons Diego, qui est le sous-directeur de ressources humaines pour UNDP. Et ensuite, nous avons plusieurs intervenants qui travaillent pour les laboratoires d'accélération actuellement, dont Toumaïma, qui est responsable d'expérimentation au Maroc. Nous avons Kuntel, qui est responsable de la cartographie de solutions à Mali, et Sodi, qui est le responsable d'exploration au Congo. Et finalement, nous avons Naïm, qui est un spécialiste en ressources humaines à UNDP, qui aidera à répondre à vos questions au sujet de cette embauche. Alors, vous verrez que dans Zoom, il y a plusieurs fonctions, dont une fonction chat et une fonction Q&A. Donc, on vous demandera de mettre vos questions dans la fonction Q&A parce que ça sera très difficile de suivre vos questions dans le chat. Donc assurez-vous que vous utilisez cette fonction Q&A quand vous avez des questions à demander. Alors, passons à Amadou qui nous expliquera un peu comment marchent ces laboratoires d'accélération. Amadou, vous êtes muted. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. OK. Merci, Carl. J'essaie rapidement de passer aux prochains slides. Merci beaucoup pour cette introduction et bienvenue à tous les participants. Je vois déjà qu'on est à peu près 46 en ligne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de vous présenter brièvement qu'est-ce qu'on fait en tant que laboratoire d'accélération, où est-ce qu'on est, et comme Carl a précisé, vous dire à peu près les 3 profils qu'on a pour vous et vous aider vraiment à comprendre ces profils. Donc, rapidement, les laboratoires d'accélération sont une initiative du PNUD. Et comme vous savez, le PNUD, c'est l'organisation dans le domaine de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, l'éradication. Et aussi, en termes de mandat, le PNUD vise à réduire les inégalités tout en cet aspect aujourd'hui qui de développement durable. Donc, comment combiner tout ça avec la protection de la planète. Donc, nous sommes dans 170 pays et territoires et on a un taux de delivery, donc par rapport à nos activités, à ce que nous faisons comme intervention, environ 5 milliards de dollars par an. Et en termes de force de travail, de ressources humaines, nous sommes à peu près 17 000 employés et consultants au total. Donc, aussi, en termes de mandat, en tant que PNUD, en tant qu'organisation, on aide les gouvernements, tous les acteurs de la société civile à atteindre les objectifs de développement durable et puis à pouvoir aussi respecter tous les engagements de Paris en matière de climat. Donc, encore une fois, toute la question de développement durable. Comment est-ce qu'on peut développer, mais en tenant compte des intérêts de la planète et de travailler de manière durable. Comme laboratoire d'accélération, qu'est-ce qu'on vise? On est tout un réseau. Donc, on est dans
À peu près aujourd'hui, on a 60 laboratoires d'accélération et on compte compléter avec les nouveaux laboratoires pour lesquels vous êtes là. Et donc, notre ambition, c'est de construire ce réseau d'apprentissage le plus vaste et le plus rapide du monde. Et le but, c'est de pouvoir vraiment adresser les défis du développement du 21e siècle, qui sont des défis qui sont assez complexes, dynamiques et qui sont liés. Donc, en tant que laboratoire, qu'est-ce qu'on offre? C'est vraiment des services. Et plus tard, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par ces services. De travailler avec les personnes ressources, les gouvernements, les secteurs privés, pour voir est-ce qu'on a de nouvelles approches, comment est-ce qu'on peut mieux adresser ces défis du 21e siècle. Aussi, en tant que service, qu'est-ce qu'on vise? On veut apporter une plus grande variété de solutions face aux défis de développement. Par là, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on veut miser sur les solutions à la base, les solutions qui sont développées au niveau des communautés et pouvoir lier ces solutions à des solutions qui sont plus globales, misant sur cet effet de réseau. Donc, on ne travaille pas de manière isolée, on essaye de connecter tout ce qu'on fait à partir des solutions à la base vers des solutions plus globales, mais en ayant cet effet de travailler en réseau avec plusieurs bureaux et aussi en travaillant avec des partenaires forcément qui ne sont pas dans le réseau du PNUD, donc qui sont des partenaires extérieurs. On veut promouvoir l'approche portfolio. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En général, quand on essaie d'adresser les défis de développement, on a tendance à venir avec des solutions ou une seule solution qu'on appelle la licorne ou des solutions licorne. On pense qu'avec une solution, on peut adresser des défis qui sont complexes. Ce qu'on pense par là, c'est quand on veut régler un problème de développement, il faut venir à travers plusieurs angles et essayer plusieurs choses. Et donc, ça peut être de l'analyse comportementale, ça peut être de la technologie, ça peut être des questions de réglementation, ça peut être des questions sociales. Donc, c'est de voir pour vraiment essayer d'impacter ces défis-là, c'est de venir avec plusieurs angles d'attaque, donc un portefeuille de solutions qu'on peut tester. Le but, c'est de vraiment s'assurer qu'on peut tester rapidement et aussi pouvoir rapidement voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en dernier lieu, c'est sur quoi on mise à travers ces laboratoires, c'est l'utilisation des données en temps réel. Donc, comment, par exemple, on peut utiliser l'imagerie satellite pour faire des analyses, par exemple, à des données ethnographiques. Donc, ça, c'est ce que nous proposons sur comment est-ce qu'on peut venir à bout de ces défis du 21e siècle qui sont des défis complexes. Donc, dans le détail, on utilise la notion de protocole, donc qui sont à peu près des méthodologies qui sont là, que vous allez pouvoir utiliser plus tard si vous intégrez ces labs, qui nous permettent d'adresser ces défis. Et donc, on parle d'intelligence collective, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut mettre ensemble les données, les personnes ressources et les technologies pour être plus intelligent. Donc, on veut une approche intégrée qui inclut tout le monde pour essayer de répondre à ces défis. On utilise les portefeuilles d'expérimentation, une fois encore, pour essayer de venir avec une approche plus globale et puis multidimensionnelle, où on veut faire de l'expérimentation, où on veut tester plusieurs hypothèses en même temps autour d'un même défi. La cartographie des solutions, c'est globalement comment est-ce qu'on peut miser sur des solutions à la base. Et donc, très souvent, nos populations sont créatives, elles ont déjà des solutions à des problèmes qui sont là, mais il faut qu'on aille voir ces solutions, il faut qu'on mette la main sur ces solutions et plus tard voir comment les intégrer, soit dans nos interventions ou à travers des partenariats, soit avec le secteur privé ou le gouvernement, essayer de mettre en valeur ces solutions-là, les connecter, parce que ce sont des solutions qui répondent déjà à certains défis qui sont là. Et on a notre quatrième protocole qui est le sense making. C'est vraiment essayer de sentir, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe. Et le plus
fréquemment possible? Est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions sur ce qui se passe? Quel est le lien entre tout ce qu'on est en train de faire et est-ce que réellement ce qu'on est en train de faire répond aux besoins de nos populations ou bien de nos gouvernements ou des personnes pour lesquelles on est censé travailler? Donc ça, ce sont les 4 protocoles qu'on utilise au niveau des laboratoires d'accélération. Nous sommes dans 78, on a 78 présences et on va passer à 114 avec cette expansion, donc y compris les pays dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout un réseau qu'on a où on partage des connaissances, où on apprend ensemble, où on tire des leçons ensemble. Et juste pour rappel, les laboratoires d'accélération ont été récipiendaires du prix au niveau de l'innovation publique, des services publics, sur la catégorie appelée Evidence-Based Policy, donc sur comment est-ce qu'on influence les différentes politiques. Donc, ce qui est déjà une reconnaissance par rapport au travail qu'on est en train de faire, qui a à peu près plus d'un an maintenant, et dont vous allez être très prochainement le deuxième groupe à rejoindre. On a quelques exemples par rapport à ce qu'on a eu à faire jusqu'à maintenant comme travail. Par exemple, au Zimbabwe, on a notre équipe du lab qui travaille sur l'informalité comme au niveau des activités. Et donc, ils ont procédé par un exercice de sense-making que je mentionnais tout à l'heure, avec 22 ministères, donc sous le leadership de la primature du Zimbabwe. C'est vraiment essayer de se poser la question, quels sont les défis qu'ils font adresser et qu'est-ce qui se passe. Et comme vous le savez, c'est l'une des économies les plus informelles au monde. Et donc, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est d'essayer de comprendre tous les enjeux autour de l'informalité, de ne pas considérer l'informalité comme une anomalie, mais quelque chose sur laquelle on peut bâtir. Le deuxième exemple, c'est autour des algues. Et comme vous savez, c'est un problème dans plusieurs pays où on a cette invasion des algues un peu partout. Et en Namibie, par exemple, ils essayent de voir comment est-ce que ces algues peuvent être transformées en nutriments qui peuvent être utilisés dans d'autres secteurs. Et la même chose au niveau de la Zambie et au niveau des Barbades, où ils essayent de voir, par exemple, comment est-ce que ces algues peuvent servir à être utilisées comme du matériel biodégradable, donc comme des alternatives en termes de solutions au niveau du matériel de stockage et tout ça. Et donc, ça montre un peu l'effet du réseau à plusieurs pays qui travaillent sur des thématiques différentes, mais qui sont interconnectés. Et chaque bureau ici apprend, ou chaque pays apprend de l'autre pays. On a un autre exemple sur la dépopulation, où en Serbie, il y a un constat énorme qui montre que les populations qui ont des compétences, toutes les grandes ressources du pays sont en train de quitter pour d'autres opportunités. Et donc, c'est un sujet d'actualité. Et ce que l'équipe du lab est en train de faire en Serbie, c'est l'utilisation des données en temps réel pour comprendre ces phénomènes. Notamment, par exemple, l'analyse des profils LinkedIn de ces citoyens ou bien des profils à travers Google. Et donc, le travail qu'ils sont en train de faire est en train d'aider le gouvernement à comprendre ces phénomènes et plus tard de voir quelles sont les mesures pour soit garder ces personnes sur place ou les faire revenir pour que le pays puisse garder ses différentes compétences. Et donc, le dernier exemple, c'est, comme vous le savez actuellement, on est en période de crise avec le COVID et dans la plupart de nos pays, il y a ce phénomène où à chaque fois qu'il y a des restrictions, tout le monde se précipite pour aller faire des provisions autour de certains produits de base. Et donc, ce que notre équipe au Soudan est en train de faire, c'est de comprendre comment est-ce que ces comportements interviennent, qu'est-ce qui motive ces comportements. Et donc, en comprenant ces profils, ces motivations, ça va aider plus tard à la prise de décision, une fois encore, au niveau de ces gouvernements. Donc, ça, c'est juste pour vous dire quelques travaux qui sont en cours dans nos différents labs et à travers différents continents. Et donc, pour revenir à nos différents profils, au rôle, sûrement pour lesquels vous voulez
appliquer. On a fait tout de suite un petit sondage pour voir les différents intérêts. On a 3 profils. Et puis, on a nos collègues qui sont là, qui font ce travail sur le terrain. On a un profil de cartographe de solutions ou de responsable de solutions. Et donc, ce sont des personnes qui ont des compétences à pouvoir s'immerger dans les communautés, à pouvoir parler aux différentes communautés qui sont à la base, de collecter les solutions qui sont là, qui sont développées, et de faire le lien entre ce travail de parler avec les communautés, de répertorier des solutions locales, à influencer la prise de décision ou à influencer les différentes politiques. On a un profil de responsable d'exploration. Donc, c'est quelqu'un qui sait scanner l'horizon, qui sait anticiper, qui sait voir quelles sont les tendances qui sont là, qu'il faudra adresser. Ce sont des personnes qui ont des compétences en termes d'analyse de données, aussi pour identifier des caractéristiques, des patterns qui sont là, et de faire des plaidoyers par rapport à ces sujets-là et à l'utilisation, par exemple, des données en temps réel. Et pour finir, on a un 3e profil qui est le responsable d'expérimentation. Et donc, c'est quelqu'un qui sait formuler des hypothèses. Donc, on a un défi, on a un problème. Qu'est-ce qu'on peut tester? Et comment est-ce que ces tests peuvent se faire? Et comment est-ce qu'on peut apprendre de ces tests et de ces expérimentations? Donc, ils vont aider à constituer ces portefeuilles d'expérimentation, de les concevoir et puis d'aider à les exécuter et de voir tout ce qu'on apprend de ça. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est que ces labs ne sont pas des fonctions isolées et ce ne sont pas des profils isolés. Ils sont au sein des bureaux pays, donc ils sont les bureaux du PNUD, et où on a déjà de l'expertise dans le domaine du développement durable. Et donc, c'est cette combinaison qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a ces labs qui marchent parce qu'on a des compétences spécifiques qu'on ramène à travers ces 3 profils, mais on a de l'expertise au sein des bureaux. Et c'est cette combinaison qu'on utilise pour travailler sur les différents défis de développement dont on parlait. Donc, je vais m'arrêter là. Carl, over. Merci. Super, merci beaucoup Amadou. Alors, passons à vos questions. Donc, si vous voulez demander ou poser des questions, vous pouvez les ajouter à la section Q&A. Voyons voir ce que nous avons jusqu'à maintenant. Alors, on demande, puis-je savoir si, en tant qu'Algérien, je peux postuler à cette opportunité? Habila, je vous passe cette question. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je suis Abila, je suis avec le bureau des ressources humaines pour le bureau Afrique. Bien sûr, en tant qu'Algérien, vous pouvez postuler à ces opportunités. Mais comme c'est des postes nationaux, vous serez recommandé à postuler dans un des postes en Algérie, si vous êtes de nationalité algérienne. Super, merci beaucoup. Alors, et je passe la prochaine question à Diego. Pourquoi sur le site UNDP, on ne reçoit pas de réponse sur nos candidatures? Diego, vous êtes là? Diego is muted. Voilà. Désolé. Merci pour la question. En fait, malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde qui fait des postulations dans notre site parce que dans chaque année, on reçoit plus de 500 000 applications. Alors, c'est très difficile pour nous de pouvoir répondre à chaque personne qui fait une postulation. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à tout le monde directement et on n'a pas le personnel pour faire ça. Et je peux répondre des autres questions aussi? Allez-y, allez-y. Oui, il y a une question concernant si vous pouvez postuler pour 2 postes à la fois. Et oui, bien sûr. En fait, si vous pensez que vous pouvez faire le travail et vous avez les exigences pour le poste, bien sûr. 1, 2, les 3 postes qui concernent les laboratoires d'accélération.
Super. Peut-on être un Accelerator Lab si on est faible en anglais? Donc, est-ce qu'un anglais fort est nécessaire pour participer à ces postes? Je peux répondre à ça aussi. Oui, en fait, c'est une des exigences de poste parce que, en fait, tous les gens qui travaillent dans l'Accelerator Labs, ils font partie d'un réseau. C'est un réseau global. Et la langue qu'on utilise pour partager et pour travailler ensemble, c'est l'anglais. Alors, c'est une langue qui est nécessaire et qui en est mis comme une exigence. Si vous regardez les exigences de poste, vous regarderez que l'anglais, c'est une exigence. Super. Et tant que vous êtes avec nous, Diego, est-ce qu'il y a un âge limite pour postuler? Il n'y a pas un âge limite, en fait. Le seul âge limite que je peux mentionner, ça serait l'âge de retraite formelle qui en applique dans les Nations Unies, et c'est 65 ans. Alors, on n'a aucun problème. Il n'y a pas un âge limite. Voilà. Et j'imagine qu'on doit être adulte aussi. Oh, bien sûr, il y a un âge minimum. Oui, et de toute façon, vous verrez aussi dans les exigences de poste, il y a en termes des études universitaires et aussi des années d'expérience, il y a des demandes qu'on met là-bas. Mais ça, c'est très clair dans le texte et le poste. Voilà, merci bien. Alors, il y a Anne-Clotilde qui nous demande, est-ce que votre objectif premier est la diffusion de pratiques innovantes ou la résolution de problèmes concrets, d'abord évangélistes ou d'abord problem solvers? Et je dirige cette question à Kuntel. Oh. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Kuntel et je suis responsable de la cartographie des solutions à Bamako au Mali. Moi, je dirais que c'est les deux. Que le but, c'est les deux. On veut partager, déjà recenser les pratiques innovantes en matière de développement, voir ce que les populations proposent elles-mêmes pour la résolution de leurs propres défis de développement. Et de l'autre côté, on veut aussi utiliser ces pratiques innovantes pour pouvoir résoudre les problèmes concrets. Donc, je pense pas, c'est comme l'œuf et la poule qui est né avant, c'est la même chose, c'est la même question, c'est les deux. Super. Super. Alors, il y a Lisa Gordon qui nous demande, en tant que trinidadienne et anglophone qui ont des compétences bilingues en français, est-ce que je peux postuler au pays francophone? Donc, au pays, j'imagine, à l'extérieur de Trinidad et Tobago. Je peux répondre à cette question. Et, les postes pour cette initiative, ce sont des postes nationaux. Ce sont des postes locaux. Alors, l'exigence, c'est une exigence qui existe, c'est que les gens qui postulent doivent avoir la nationalité du pays. Alors, si vous êtes trinidadien, et vous pouvez appliquer ou vous pouvez postuler à des postes au Trinidad. Et ça, c'est pas une limitation, mais ça fait partie du concept de laboratoire d'accélération. On veut avoir des citoyens des pays où on a mis ces labs. Et c'est très important pour nous aussi pour avoir de l'attraction de personnes de ces pays qui travaillent dehors et pour pouvoir les amener avec des opportunités importantes dans leur pays. Merci et merci pour la question. La prochaine question, c'est pour vous, Kuntel. Je suis sénégalais, économiste, formateur et je suis intéressé par responsable de la cartographie des solutions. Est-ce que je peux, en tant qu'économiste, comme vous, est-ce que je peux participer en tant qu'économiste comme vous demandez un ethnographe et sociologue, etc.? Personnellement, je pense que quand on est dans une perspective de recherche d'emploi, dans les offres d'emploi, on recherche un idéal.
et on ne peut pas avoir toutes les compétences requises, mais pour le responsable de la cartographie des solutions, je pense qu'il faut quand même avoir des notions en sciences sociales. Parce qu'il y a certaines techniques qu'il faut maîtriser, surtout lorsque l'on doit aller au contact des communautés. Donc, par exemple, pour faire passer un entretien ou même, bon, s'infiltrer, c'est un grand mot, mais en tout cas, s'introduire dans une communauté, il faut avoir quand même quelques connaissances de base pour pouvoir les approcher au mieux et pour que la relation ne soit pas totalement biaisée. Donc, si la personne a des compétences en sciences sociales, quelle candidate? Super. Et en fait, dans le réseau de laboratoires d'accélération, il y a une très importante diversité de background, de formation. Et donc, Kuntal, pour vous, quelle était votre formation? Alors moi, j'ai un master en sociologie. OK. Et voilà, j'ai un master en sociologie, mais je ne pense pas que ce soit que ça qui est intéressé. D'accord. Et Oumaima, quelle était votre formation? Bonjour à tous. Alors moi j'ai fait un master, donc une grande école de commerce française. J'ai fait l'EDEC et puis ensuite j'ai fait un MBA aux États-Unis avec une concentration, donc un certificat en responsabilité éthique, sociale et environnementale. Et c'est les trois aspects qu'on utilise aujourd'hui dans notre travail au laboratoire. C'est qu'il y a une grande partie d'éthique. Comment est-ce qu'on approche les populations? Comment est-ce qu'on conçoit les expérimentations, etc. Il y a une grande partie environnementale parce que tout ce qu'on fait a un impact sur l'environnement, mais aussi beaucoup des solutions nous viennent de la nature et nous viennent de l'environnement. Et comme l'a dit Kuntal, il y a un impact social et une responsabilité sociale qu'on a non seulement vis-à-vis des populations qu'on sert, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires. Donc c'est un peu ce qui m'a permis de postuler à cet emploi. Super. Et vous êtes responsable d'expérimentation. Et ensuite, Sodi, qui est responsable d'exploration. Quelle était votre formation? Alors, bonjour à tous. Alors me concernant, j'ai deux formations de base. J'ai d'abord une licence en système d'informatique, en système d'information, pardon, et aussi un master en management des entreprises, avec aussi une expérience dans l'entrepreneuriat et aussi avec aussi un background en matière de technologie pour le développement, notamment avec l'UNICEF et autres. Donc, c'est tout ça, okay, toutes ces capacités, certainement, qui ont fait à ce qu'on puisse voir tout ce qui, les signaux, les problèmes dans les communautés, essayer de voir quelles sont les données qui peuvent prouver, qui ont fait à ce que je puisse postuler à ce poste. Voilà. Merci bien. Alors, la prochaine question, je la dirige vers Oumaima. Comment identifiez-vous les projets? Est-ce que c'est en réponse à une requête de vos partenaires ou le fruit de vos recherches et adossé aux thématiques prioritaires de la branche locale de chaque pays? C'est une excellente question. C'est peut-être la grande question de notre travail, c'est comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on investit notre énergie dans un domaine plutôt qu'un autre? On a eu des consultations avec nos partenaires nationaux pour établir quelles sont les priorités pour le pays. Donc de là, on doit toujours s'inscrire dans une mentalité de servir le pays, donc servir les intérêts du pays où UNDP est en train d'opérer. Et donc, votre partenaire national va vous donner des priorités. L'environnement, la jeunesse, le développement durable, etc. Essayez de, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de synthétiser au mieux les priorités qui nous sont données. Ensuite, il y a le rôle de notre collègue explorateur, comme Sodi, qui va avoir ces signaux, les signaux qui nous donnent les tendances. Qu'est-ce qui est important dans le dialogue national? Qu'est-ce qui est important dans les tendances économiques? Si quelqu'un est économiste, on a besoin de ces compétences pour comprendre les grandes tendances, notamment en ce moment pendant les crises qui remuent un peu les acquis qu'on avait, notre compréhension de ce qui était normal ou ce qui était prévu. Et puis, une collègue Solution Mapper, donc la cartographie des solutions de Kuntal, c'est aussi très important pour comprendre quels sont les problèmes des populations et comment est-ce qu'elles y répondent. Donc, en tant qu'expérimenteur
dans le rôle de l'expérimentation. Je ne peux pas travailler sans les apports des deux autres collègues, que l'exploration va donner des tendances, la cartographie des solutions va donner une compréhension de la population, de quels sont les besoins et quelles sont les solutions qui existent. Le partenariat avec le gouvernement va nous donner des priorités, et puis c'est de là qu'on essaie de formuler des hypothèses, comment résoudre, ou du moins comment mieux comprendre les problèmes qui nous sont posés. Merci bien. Alors, la prochaine question, je la dirige vers Amadou et Sodi. Comment se fera concrètement l'implantation dans les bureaux? Comment vont les laboratoires d'accélération vont-ils travailler avec les unités du bureau pays? Amadou. Merci, Carl. Comme je le disais au début, on recrute ces 3 profils, mais qui sont des parties intégrales du travail du bureau. Et donc, ce sont des compétences additionnelles avec des profils spécifiques qu'on amène qui vont aider le bureau dans les fonctions qu'on a citées, notamment comment est-ce qu'on peut se rendre compte de quoi est-ce qu'on a réellement besoin en matière programmatique. Essayer d'avoir un sens sur ce qui se fait, quel est le lien entre ce qui se fait dans le bureau et est-ce que ce qu'on est en train de faire répond vraiment aux besoins de nos populations et des différentes préoccupations. Et donc, ils sont là. En général, on a différentes typologies où, par exemple, ces équipes travaillent directement sous la responsabilité du représentant résident, donc qui est la première personnalité du bureau qui montre vraiment l'intérêt de ces postes. Donc, ils rapportent directement à cette première personne, mais ils travaillent avec des unités comme les unités politiques et stratégiques, donc qui sont les cerveaux au niveau de nos différents bureaux sur les différentes analyses. Ils travaillent aussi avec des unités thématiques. Par exemple, vous prenez nos labs en Ouganda, ils travaillent sur des questions de déforestation. Donc, les experts qui sont là, qui font ce travail, ils sont directement liés à ces experts-là. Vous avez des gens qui travaillent sur les questions d'emploi jeunes, d'entrepreneuriat. Et donc, ce sont des profils recrutés, mais qui travaillent avec toutes les fonctions qui sont dans le bureau, qui les aident dans les différentes interventions, mais qui ramènent aussi de nouvelles thématiques, qui leur disent où est-ce qu'il faut mettre la main, quel genre de type de données il faut utiliser, et surtout comment, par exemple, intégrer toutes les approches dont on parle en matière d'expérimentation pour tester, par exemple, des profils ou des portefeuilles. Donc, ça, c'est vraiment l'environnement interne, mais il y a tout l'aspect réseau. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement dans le bureau pays, mais il y a cette interconnexion. On interagit au jour le jour au sein des labs en parlant d'un bureau à l'autre, en analysant différents sujets. Je vais m'arrêter là. Merci. Super, merci. Et Sodi, avez-vous quelque chose à ajouter? Alors, si peut-être il faut ajouter quelque chose, juste un complément par rapport à dit Amadou. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, parmi les produits que les accélérateurs produisent, si je peux le dire ainsi, parmi les bénéficiaires, les solutions qui sont testées, il y a l'État, c'est-à-dire le gouvernement, il y a le privé, mais il y a aussi nous-mêmes au niveau du bureau PNUD, c'est-à-dire au niveau du bureau, il y a des plans de travail qui existent déjà, puisque les accélérateurs viennent renforcer l'équipe. Donc, parmi les plans de travail qui existent, les solutions que nous testons viennent aussi viennent aider le bureau à solutionner les problèmes qui sont déjà dans le plan de travail, déjà rédigé par le bureau, parallèle à notre plan de travail au niveau du lab. Donc, les solutions qui sont testées viennent aider aussi le bureau à régler ces problèmes-là. Il y a ce côté programmatique, il y a aussi ce côté opérationnel, parce que pour pouvoir travailler, nous sommes obligés d'être en interaction avec nos collègues des opérations, des missions que nous effectuons sur le terrain, des partenariats que nous tissons avec le gouvernement, les acteurs privés et les ONG. Donc, tout ça, il y a un service au niveau des opérations qui aide notamment le laboratoire à pouvoir aller de l'avant et à réaliser tout cela. Donc, voilà un peu les interactions, cette manière avec laquelle nous travaillons avec nos collègues du bureau. Voilà, c'est tout. Merci, Sodi. Alors, la prochaine question, je la dirige à Koutel, comme ça a à voir avec le responsable de cartographie
Et donc, Malik nous demande comment travaillez-vous avec les bases de données, vu que dans beaucoup de pays africains, les données n'ont pas été mises à jour pendant plusieurs années. Qu'est-ce qu'il entend par base de données? Parce que quand on est dans chaque accélérateur lab, par exemple, peut constituer sa propre base de données. Donc, mais on peut aussi profiter des ressources qui sont disponibles au niveau national. On multiplie les ressources. Donc, il faut aussi redoubler d'ingéniosité pour pouvoir travailler dans nos pays. Et c'est ce qui est intéressant dans ce travail. Pour les bases de données, moi, je dirais que c'est plus le responsable de l'exploration qui va les utiliser pour pouvoir faire des tendances, enfin mesurer des tendances, mais c'est moins moi. Super, merci. Alors, on demande sur les descriptifs des postes, il est indiqué jusqu'à 2 ans d'expérience. Est-ce qu'on peut, est-ce que si on a plus de 2 ans, est-ce qu'on peut postuler? Voilà. Diego. Est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Je peux la prendre, Diego. Ok, merci, Abila. C'est pour les minimum years of experience. Oui, normalement, c'est 2 ans pour le niveau NOB avec un master. Mais non, si tu n'as pas de master et que tu as juste une licence, ça va être l'exigence sera de 4 ans. Et il n'y a pas de limite si tu as plus de 2 ans d'expérience. Ça serait plus un plus pour le lab. Mais le minimum qu'on demande, c'est au moins 2 ans. Super. Et ça marche si c'est dans le secteur privé aussi? Ça marche pour tous les candidats, pour tous ceux qui postulent. Voilà. L'expérience peut être donc, dans le secteur privé et public, n'importe. Merci bien. Il y a quelqu'un d'autre qui a demandé si on a 9 ans d'expérience. Est-ce que c'est un handicap ou un avantage? C'est un avantage, je pense. Ça dépend. Ça dépend de quel type de travail on a fait dans ces 9 ans et si c'est du travail qui est spécifique et que ça répond aux exigences de poste. Je peux aussi ajouter qu'il ne faut pas être aussi overqualified, meaning il ne faut pas venir prendre un poste pour lequel tu vas t'ennuyer par la suite parce que tu as plus de capacité que le poste n'exige. Donc, il faut peser et voir si tu es vraiment intéressé parce qu'on a besoin de la productivité de la personne. On a besoin que la personne y soit à cœur à 100% une fois sélectionnée. Oui, mais je pense qu'au niveau des labs, c'est tellement excitant et on a tellement de défis. Je pense pas qu'ils vont s'ennuyer. Je pense que ça va toujours être excitant pour d'essayer ce genre de travail. Je pense que ça sort de l'ordinaire. Merci. Merci, Amadou. Alors, Bibi demande quel profil cherchez-vous? Dans les annonces en Amérique latine, il est dit que vous cherchez des rockstars. Quelle est la différence entre cette position ou ces positions et d'autres positions d'agences à l'intérieur de l'ONU qui sont dites plus bureaucratiques? Et peut-être vous pouvez nous dire un peu, donnez-nous un sens de comment le travail marche de jour en jour pour vous. Et on va commencer avec Sodi. Alors, si j'ai bien compris la question, en fait, c'est le quotidien, ok? Le quotidien dans un accélérateur, si je peux le dire. Alors, en ce qui concerne l'exploration, alors, le quotidien, comme a dit Amadou, on ne s'ennuie pas du tout, on ne s'ennuie pas. Nous avons, certainement, ça sera parlé, on a un plan de travail, parce que c'est tout un cycle, comme ça nous a été défini au départ. Alors, pour un explorateur, son quotidien, c'est d'abord scanner l'horizon. Scanner l'horizon, c'est-à-dire avoir cette vue globale, savoir faire des observations autour de soi. Hein? Okay? Donc, aller
vers la population, les communautés, voir quels sont les signaux. Okay? Les signaux, ce sont les défis, qu'est-ce que vous observez, quels sont les signaux forts, quels sont les signaux émergents. Okay? Donc, il y a d'abord ce quotidien-là que vous essayez de voir et à partir d'un défi que vous pensez que ça vaut vraiment la peine d'être étudié, en ce moment-là, vous avez ce que nous appelons la récolte des données parce qu'il faudrait que vous puissiez argumenter, argumenter ce défi-là, c'est-à-dire vous faites la collecte des données. La collecte de données, il y a plusieurs stratégies ou méthodologies qui sont utilisées. D'accord? Donc, il y a ça, ce quotidien, selon le niveau auquel vous êtes dans l'étude que vous êtes en train de faire. Vous avez identifié le signal. Vous allez à présent collecter les données pour pouvoir appuyer, pour pouvoir vous rassurer. Donc, il y a cette collecte des données au quotidien que vous faites selon, ça peut être des études de terrain, que vous allez vous interroger les populations, ainsi de suite. Ça peut être, par exemple, la recherche que vous faites dans les sites, par exemple avec le big data, ainsi de suite. Donc, il y a ce quotidien-là. Il y a aussi ce quotidien du travail collaboratif avec nos collègues, comme a dit Kuntel tout à l'heure. Okay? Donc, il y a ce côté-là, les solutions, par exemple, que vous devez matcher entre le défi que vous avez identifié et quelles sont les solutions que vous pensez qui peuvent régler ce problème-là. Et ces solutions-là, vous vous adressez, sinon vous vous tournez vers votre collègue qui est responsable de la cartographie, qui est aussi une des méthodologies, OK, pour pouvoir identifier. Il y a aussi ce quotidien, vous travaillez avec votre collègue de l'expérimentation, OK, parce qu'à partir du défi que vous avez pu identifier, les solutions qui sont trouvées par les populations, vous travaillez aussi avec votre collègue d'expérimentation. Bon, voilà les solutions qui ont été identifiées. Maintenant, nous pensons que ça peut être testé. Qu'est-ce que tu en penses? Bref, voilà un peu le quotidien pour un explorateur, pour parler en bref. Voilà, c'est ça. Merci bien. Alors, la prochaine question, je la dirige vers Oumaima. Comment est-ce que les labs travaillent avec les incubateurs? Alors, ça dépend de l'orientation que le lab aura prise en fonction des priorités qu'on a données par pays. Si l'écosystème des incubateurs dans votre pays est bien développé, vous allez avoir une relation différente que si vous étiez dans un pays où il y a très peu de startups, où elles interagissent peut-être pas entre elles, où c'est des cas isolés. Donc, nous, notre rôle, on n'est pas un incubateur ou un accélérateur dans le sens où on va venir être en compétition avec le réseau local ou l'écosystème local. Nous, on a, en tout cas du point de vue de l'expérimentation, on a deux options pour interagir avec ces acteurs locaux. La première, c'est de voir une approche systémique, de regarder comment les acteurs locaux interagissent entre eux, comment les incubateurs font du succès, quelle est la maîtrise du succès pour un incubateur local, et de voir si on peut améliorer les connexions entre l'existant. Donc ça, on appelle ça une approche systémique, parce qu'on va essayer de renforcer les connexions positives d'un écosystème et de limiter les aspects négatifs ou les problèmes que les acteurs locaux peuvent rencontrer. Après, on a aussi l'approche comportementale. En termes d'expérimentation, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est comment identifier les motivations et les comportements qui amènent à un résultat qui est un succès au sein d'un écosystème donné. Donc, si vous voulez parler des incubateurs, une bonne façon d'interagir avec l'écosystème des incubateurs, c'est de comprendre comment, quand une start-up va rentrer dans un incubateur, comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'ils sont appuyés, quels sont les renforcements de capacité qui sont mis, quelle est la motivation qui est donnée, est-ce qu'ils ont accès au fonds, est-ce qu'ils ont accès au marché, est-ce qu'ils ont accès à l'information. Tous ces petits moments où il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de comportements, nous, on utilise les méthodologies que Amadou avait présentées au début de l'intelligence collective pour essayer de comprendre comment on peut, en dialoguant avec tous les acteurs d'un écosystème, faire ressurgir les liens entre l'écosystème et aussi faire mieux comprendre les comportements entre les différents acteurs. Donc, on n'est pas là pour les remplacer, on n'est pas là pour être à côté d'eux dans une ligne de choix, mais on est là pour comprendre le système, accompagner les changements et renforcer les comportements qui sont positifs pour la population. Merci bien. Habila ou Diego, quelle est la durée du contrat?
La durée du contrat, c'était 1 an. Et la duration du projet, c'est de 3 ans. Alors, on va donner un contrat pour une année renouvelable jusqu'à 3 ans. C'est comme ça que ça marche. Ce sont des positions de staff, comme on a dit avant, des national officers. Merci bien. Et quelle est la durée du processus de recrutement, la date de démarrage en tant que cette période de COVID? Oui, ça c'est une très bonne question. Et en fait, on voudrait faire tous les processus de recrutement pendant les périodes d'été. Les postes vont fermer, les postulations vont fermer entre mai et juin, ça dépend du pays. Et on espère avoir des résultats dans le mois d'août et septembre. De toute façon, on est on observe la situation concernant le COVID. Et en fait, on ne va pas demander à une personne de s'immobiliser d'un lieu à un autre si ce n'est pas possible. Et on observe de très près cette situation. Et si on peut le faire, on va commencer à faire le travail de manière virtuelle, comme on le fait aujourd'hui, tout le monde. Mais comme je dis, il faut voir, mais on sera en contact avec les postulants pour les informer comment ça va marcher. Bien. La prochaine question, je la dirige vers Sodi. Comment encourager la promotion de la co-création entre l'État, le secteur privé et PNUD? Donc, les laboratoires d'accélération, comment font-ils ça? OK. Alors, comment nous le faisons? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le démarrage, nous avons un plan de travail. OK? Un plan de travail, bien sûr, qui est défini par rapport aux signaux que nous identifions, OK, dans cet écosystème local. Alors, une fois qu'on a un défi, OK, on a un problème qui a été identifié, tout le processus, d'accord, de la cartographie en passant par l'exploration jusqu'à l'expérimentation, une fois que nous avons pu tester cette solution, en ce moment, je disais tout à l'heure, les bénéficiaires, il y a le gouvernement, il y a le privé, ainsi de suite. D'accord? Donc, les résultats de notre travail viennent aider, OK, en quelque sorte, les problèmes qui sont déjà rencontrés, d'accord, par le gouvernement et aussi le secteur privé. D'accord? Je vais prendre un exemple simple. Nous avons eu à identifier, à tester même une solution sur la production, par exemple, de l'électricité, OK, à partir des plantes au Congo. D'accord? Ça a été très intéressant. On a eu à tester et c'était OK. Donc, à partir de là, ça a suscité le secteur privé à investir là-dedans parce que les résultats de nos travaux, il y a plusieurs retombées. Comme avait dit Amadou, il y a plusieurs influences. Ça peut influencer les politiques, ça peut influencer dans plusieurs domaines. Donc, dans le cas du privé, ça a permis au secteur privé de pouvoir injecter de l'argent, créer de l'emploi, ainsi de suite. Au niveau de l'État, ça vient solutionner un problème, OK? Par exemple, de l'insuffisance de l'électricité dans certaines localités, notamment au milieu rural. Ça pourrait électrifier des écoles, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment les accélérateurs-là peuvent influencer tout cet écosystème, l'État, le privé. Tout le monde est gagnant là-dessus. Voilà. Merci bien. Alors, dernière question. Quelles sont les différentes étapes du procédé de sélection pour les candidats? Abila, tu veux reprendre ça? Oui, donc d'après ce que j'ai compris, ça serait un processus qui sera coordonné entre les bureaux terrain et le siège. Et je pense que le long listing débutera dans un des bureaux terrain. Je ne sais pas si un bureau peut long lister pour l'autre. Je crois qu'il y aura coordination entre les bureaux, d'abord pour cette étape.
et ensuite faire intervenir le HQ, Luca et son team qui sont à HQ pour le shortlisting. C'est ce que j'ai compris en grosso modo, Diego. Je ne sais pas si... Oui, c'est bien. Yeah. Oui, c'est un processus de toute façon qui va être guidé pour l'équipe d'Accelerator Labs et avec l'aide du bureau du pays. Mais c'est un processus corporatif et comme Abil a mentionné, on va faire un processus de sélection. Il faudra avoir des entretiens et on le fera dans un moment spécifique. Ça serait de toute façon de manière virtuelle. Et il y aura des tests, de processus, de différents processus pour pouvoir sélectionner les candidats. Merci bien. Kuntal, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien j'aimerais dire que toutes les personnes qui participent à cette rencontre, à cet échange, sont des personnes privilégiées. Quand nous candidations, c'était vraiment le flou. On ne savait pas du tout à quoi correspondaient les postes. Et donc, c'est vraiment une chance et une opportunité. Donc, essayez de voir en fonction des différentes réactions que vous avez pu avoir, quel est le poste qui correspondrait le mieux. Ne vous fiez pas spécifiquement à l'intitulé des postes parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Quand on dit cartographie des solutions, on ne sait pas ce que c'est. Pareil pour expérimentation ou exploration. Regardez les détails des annonces et voyez quel est le poste qui vous parle le plus. Ensuite, il y avait quelqu'un qui parlait de rockstar. Quand on parle de rockstar, moi je suis une rockstar, hein. Mais je ne chante pas, mais je suis une rockstar. Mais quand on dit qu'on est des rockstars, c'est parce que nous avons tous des profils atypiques. Nous faisons partie d'un réseau. C'est une aventure humaine vraiment, vraiment intéressante et vraiment passionnante. Et l'avantage que vous aurez en intégrant les accélérateurs Lab, c'est que vous donnerez corps vous-même à votre poste. Parce que la réalité que vit Oumeima ou que vit Sodi n'est pas la même réalité que moi je vis au Mali. Chaque poste est adapté à un contexte et chaque poste est adapté aux compétences et à la direction que le titulaire du poste veut donner à celui-ci. Merci bien, Kuntal. Et si je peux vous demander une dernière question, quel est votre aspect préféré en tant que votre travail au laboratoire d'accélération? Alors moi, ma passion, c'est la recherche. J'aime chercher, j'aime fouiner et c'est ce que j'apprécie. Et moi, enfin, j'ai tendance à le dire, j'ai l'impression que ce poste a été créé pour moi. Ils ont vu Kuntal un jour, peut-être qu'ils ne savaient même pas que j'existais. On a créé une fiche de poste et ça correspond parfaitement à la tournure que je voulais donner à ma carrière. Si vous souhaitez donner un nouveau souffle à votre carrière, si vous n'êtes pas du tout rigide d'esprit, parce qu'il faut vraiment être ouvert d'esprit pour accepter d'intégrer l'accélérateur Lab. Si vous êtes trop habitué à travailler en façon projet, là, ce poste-là n'est pas pour vous. Mais si vous êtes ouvert d'esprit, que vous voulez donner du vôtre, que vous voulez servir votre pays et servir le monde, travailler en réseau, candidatez. Merci bien. Oumeima, votre aspect préféré? Moi, je pense que c'est l'apprentissage. On ne le dit pas assez, mais UNDP est très, très doué pour nous donner des opportunités d'apprendre. Si vous dites à votre superviseur, j'aime beaucoup cet aspect j'ai découvert parmi les hypothèses qu'on a testées un aspect comportemental. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était un domaine que j'avais vraiment envie d'approfondir. Et on n'a pas le temps de devenir PhD et de faire des grandes recherches. J'aimerais bien faire ça aussi, mais pendant ce temps, le monde avance et pendant ce temps, on veut rester actif et on veut avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Et c'est très difficile de choisir entre continuer des études pour toujours et être actif et redonner à sa communauté. Et je pense que c'est le poste parfait pour avoir un équilibre entre ça. Quand vous voulez apprendre, vous avez l'opportunité d'apprendre. Vous êtes un réseau, il y a des experts
du monde entier qui peuvent vous aider à répondre à vos questions, qui peuvent proposer des trainings, des ateliers. On a eu des super formations. On est resté une semaine à Kigali. Moi, c'était magnifique. On a appris tellement en une semaine d'être tous ensemble. Ensuite, j'ai pu aller en Tunisie pour apprendre plus sur les comportements. Ensuite, on est allé en Jordanie pour apprendre plus sur le travail en équipe et le system thinking. Tout ça, c'est une chance de pouvoir continuer son apprentissage, de pouvoir se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire être un leader? Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne? Qu'est-ce que ça veut dire être éthique? Qu'est-ce que ça veut dire être solidaire, donner à sa communauté? Tout ça, on ne va pas faire des PhD dessus, mais on va l'expérimenter. On va le vivre au jour le jour. Et je pense que c'est le seul job qui m'a donné cette sensation d'apprendre en même temps d'agir, de ne pas avoir à choisir entre les deux. Voilà. Merci. Sodi. D'accord. Alors, me concernant, je pense que ce qui est le plus passionnant dans ce poste d'explorateur, alors c'est cet aspect de problème-solution. OK? Je disais tout à l'heure, je viens, ou bien sinon j'ai cette expérience du monde de l'entrepreneuriat. Alors, couplé au social, ce poste est vraiment passionnant pour moi. Pourquoi? Parce que on est tout le temps, OK, en train d'observer, de voir quels sont les problèmes que les populations rencontrent, comment on peut les solutionner, quelles sont les données, OK, que je peux avoir pour prouver ce problème-là. D'accord? Donc, on est en quelque sorte dans ce poste comme un Superman, OK, qui est sur une colline, qui observe l'horizon, OK, quels sont les problèmes dont les populations rencontrent, comment je peux les résoudre. Donc, on a ce côté qu'on observe, on a cette vue globale, OK, de pouvoir aider les communautés par des solutions, OK, de pouvoir trouver de quoi prouver pour pouvoir présenter aux décideurs afin que les choses puissent avancer. Donc, bref, cet aspect, je disais, de scanner l'horizon. C'est ça vraiment qui me passionne dans ce travail. Et aussi, juste pour terminer, c'est un travail, sinon un poste dans lequel on ne peut pas du tout s'ennuyer parce que tout le temps au quotidien, il y a des problèmes qui surgissent, il y a des défis au quotidien. OK? Évidemment, on ne peut pas tout gérer à la fois, mais on les séquence et on les règle. On ne peut pas du tout s'ennuyer. Donc, voilà un peu. Voilà. Merci. Merci, Sodi. Alors, Amadou, ça sera très difficile à suivre, mais quel est votre aspect préféré? Qu'est-ce qui est le plus passionnant pour vous? Je pense que venir à la fin après avoir écouté tout ça. Mais moi, je pense que j'ai trouvé, très longtemps, j'ai beaucoup appris différentes choses. Donc, des mathématiques à la physique, à l'informatique, au management, à la recherche, à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je trouve le créneau où je peux ramener toutes ces connaissances. Donc, je pense, des fois, on a beaucoup de choses, on se demande qu'est-ce qu'on en fait. Et je pense moi, j'ai eu cette opportunité. Et au-delà, je pense qu'en tant que responsable de lab superviseur en Afrique, on a vraiment l'opportunité d'influencer. On se demande souvent aussi, je suis dans mon coin, qu'est-ce que je peux faire en Afrique? Et je pense que ça, c'est l'opportunité d'être là, de pouvoir influencer, de pouvoir changer et de montrer qu'on peut faire autrement le développement en Afrique. De deux manières, miser sur ce qui se fait localement en Afrique. Et le COVID est en train de montrer qu'on a ces capacités, on peut faire quelque chose. Et en deuxième lieu, je pense de pouvoir s'attaquer aux défis qui nous plaisent. Donc, pas forcément que quelqu'un nous dise, voici ce que vous pouvez faire, mais qu'on vous donne cette latitude de dire, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas et dites-nous qu'est-ce que vous pouvez faire. Et je pense qu'au-delà aussi, on a tous ces réseaux dont Oumeya a évoqué. On a 27 labs aujourd'hui, on va avoir 8 nouveaux labs, on va être 35 labs. Et donc, on a cette opportunité incroyable de parler à ces rockstars comme Kuntel, Oumeya et Sodi. Et il y a beaucoup d'autres qui sont derrière. Il y a beaucoup d'autres personnes. Moi, je vous invite à venir découvrir ces personnes-là. Vous ne serez pas déçus. Merci. Merci beaucoup. Merci bien à nos intervenants et surtout merci à vous, les participants, pour vos questions, pour avoir passé le temps avec nous. Nous attendons vos candidatures et je vous espère une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.